Nous avons besoin de vous. 1 million de personnes sont abonnées à notre chaîne YouTube et pourtant, nous sommes encore fragiles. La censure bancaire du pouvoir a mis en danger notre survie financière. Aidez-nous à construire notre budget pour l'année prochaine afin d'assurer notre mission, rester à vos côtés et vous informer en toute indépendance. Nous comptons sur vous dès maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une figure que l'on croit connaître, mais dont une grande partie du parcours demeure méconnue. Benito Mussolini avant qu'il ne devienne le Duce. Le Mussolini d'entre 1902 et 1919, à une époque où rien ne laisse encore présager le futur dictateur. Un Benito Mussolini, tour à tour socialiste révolutionnaire, agitateur, intellectuel autodidacte, journaliste brillant, puis interventionniste convaincu au moment de la Grande Guerre. Un Mussolini changeant, multiple, contradictoire, bien éloigné de l'image figée que l'histoire a retenue. Nous allons comprendre des années décisives, souvent éclipsées par la période du pouvoir et qui éclairent pourtant l'émergence d'un phénomène de politique inédit, le fascisme. Nous évoquerons ensemble les ruptures, les métamorphoses, mais aussi les continuités d'un homme dont la trajectoire personnelle se confond avec les bouleversements de l'Europe du début du XXe siècle. Pour comprendre Mussolini, il faut revenir aux jeunes révolutionnaires, aux militants socialistes, à l'homme du front, à l'échec politique de 1919. C'est ce voyage essentiel et parfois inattendu que nous vous proposons aujourd'hui. Et pour cela, je reçois Frédéric Lemoyle, historien, spécialiste de l'Italie contemporaine, des relations internationales et des totalitarismes. Il vient de signer la préface d'un remarquable ouvrage d'Emilio Gentile, avant qu'il ne devint le Duce, récemment traduite en français. Bonjour Frédéric Lemoyle. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Passé Présent. Alors vous êtes historien, spécialiste de l'Italie contemporaine, de la diplomatie européenne et des totalitarismes, auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment Une histoire du fascisme, paru chez Perrin en 2018, ou encore Les hommes de Mussolini, en 2022, toujours chez Perrin. Vous intéressez également à l'histoire du Vatican, puisque vous avez publié l'année dernière, en 2024, chez Perrin, Pie XII, un pape contre le mal. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous signez la préface du livre d'Emilio Gentile, avant qu'il ne devint Duce, dont la traduction française vient de paraître aux éditions Certamen. Alors c'est un ouvrage majeur qui propose de revenir sur les années de formation de Mussolini, bien avant son accession au pouvoir. Alors dans ce livre, Gentile entreprend, je le disais, une démarche essentielle, comprendre Mussolini, non pas à travers ce qu'il deviendra, mais à travers ce qu'il fut réellement entre 1902 et 1919. Dans votre préface, vous écrivez que comprendre Mussolini avant 1919, c'est rompre avec le confort d'une histoire écrite à rebours. Et Emilio Gentile ajoute que le jeune Mussolini est un aventurier politique, un homme encore en devenir. Et c'est sur ce point que j'aimerais commencer. Alors, en tant qu'historien du fascisme, qu'est-ce que cette période de 1902-1919 apporte de décisif pour comprendre Mussolini et le futur fascisme, très rapidement? En fait, c'est une période qui est vraiment cruciale, puisque la période qui est étudiée par Emilio Gentile, c'est de 1912 à peu près, date à laquelle Mussolini s'impose comme vraiment un dirigeant extrêmement charismatique du Parti socialiste italien, socialiste au sens marxiste, donc il se revendique marxiste, et jusqu'en 1919, jusqu'à la défaite électorale de novembre 1919. Et entre ces deux dates, il y a la Première Guerre mondiale, l'automne 1914, date à laquelle Mussolini, opère une conversion extrêmement profonde qui lui fait abandonner le neutralisme défendu par les partis socialistes italiens qui refusaient la participation de l'Italie à la guerre européenne qui venait d'éclater, et il s'engage dans un combat qu'on dit interventionniste, en faveur donc de l'intervention de l'Italie dans la guerre européenne aux côtés de la France et de l'Angleterre et de la Russie. Donc c'est une rupture extrêmement forte dans son parcours politique, mais rupture dans une certaine continuité, en tout cas pour lui, parce qu'il continue à se revendiquer socialiste. Et c'est là, tout l'apport du livre de Gentile, c'est d'étudier ce mécanisme de la rupture qui a fait
couler énormément d'encre et essayer de comprendre comment Mussolini a pu renier tout ce qu'il avait adoré avant 1914, comment il s'est engagé dans ce combat en faveur en fait, de la nation, tout en restant socialiste, c'est-à-dire qu'en fait, on a ici la naissance de ce que sera plus tard le fascisme, c'est-à-dire un socialisme nationaliste. Alors, je voudrais justement qu'on parle de ce refus de la téléologie, c'est-à-dire ce qu'explique Gentili dans son avertissement, c'est respecter les faits dans leur singularité sans y projeter ce que l'on sait de l'avenir. Donc c'est cette méthode qui est au cœur du livre. Donc je voudrais qu'on parle, avant de rentrer dans le cœur du sujet, justement de ce choix de méthode. Alors d'abord, comment, selon vous, éviter de projeter justement le Mussolini dictateur sur le Mussolini 1912 à 1919, et quelle était la méthode de Gentili, comment il travaillait, quelles sont les sources qu'il a employées? Alors c'est toujours évidemment difficile d'oublier ce que Mussolini a été évidemment après 1919 et surtout 1922 et la conquête du pouvoir et ses 20 ans au pouvoir. Mais pourtant, c'est la démarche que fait Gentili. Il, en fait, ne fait jamais de référence aux événements qui ont suivi. Il suit pas à pas le Mussolini de 1912 à 1919, en essayant de le comprendre. Parfois avec des affirmations, parfois avec des hypothèses, parce qu'évidemment, l'historien ne peut pas forcément tout décrypter, surtout pour un personnage aussi complexe que Mussolini. Et alors, pour comprendre Mussolini, la pensée de Mussolini, on a de la chance parce que c'est un homme de l'écrit. C'est un homme qui a toujours aimé écrire. Il a deux passions, la politique et l'écriture. C'est un journaliste en fait né. Il est passionné par son activité de journaliste et donc il a énormément écrit dans divers journaux. Pour un temps assez confidentiel, et jusqu'au moment où, en 1912, il prend la direction de l'Avanti, qui est le journal du Parti socialiste italien. Il en devient le directeur, il l'a énormément développé. Sous sa direction, les tirages ont énormément augmenté. Il a fondé également en 1913 une revue qui s'appelle Utopia, Utopie. Et puis au moment de la rupture dont je parlais il y a un instant, il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia, et donc dans lequel il écrit chaque jour, ce sont des quotidiens. Donc chaque jour, on a un article de Mussolini, en plus des discours qu'il a pu prononcer. Donc on peut le suivre ainsi, jour après jour, on peut suivre son cheminement intellectuel. D'ailleurs, Gentili ne s'en prive pas, il y a énormément d'extraits. Voilà, c'est l'intérêt du livre, il y a énormément d'extraits. Exactement. Donc pour vous, c'est vraiment fondamental, ce refus de la lecture rétrospective, c'est vraiment fondamental pour comprendre ce que fut le fascisme. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, chaque homme a sa cohérence et puis il y a des permanences même chez lui. Mais c'est vraiment l'intérêt de cet ouvrage, c'est-à-dire en fait l'analyse en fait est enfermée au sens positif du terme dans cette période. Et donc on se retrouve plongé dans le contexte de ces années qui sont des années évidemment bouillonnantes. L'Italie d'avant 1914 il y a un milieu intellectuel qui est bouillonnant. Il y a des événements politiques intenses, la guerre de Libye, où en juin 1914, on a des manifestations populaires qui dégénèrent, la Première Guerre mondiale, donc on est vraiment plongé pleinement dans le contexte de cette époque. Alors vous parliez de la personnalité même de Mussolini. Le prologue cite Mussolini lui-même qui dit « Le ferment du nomadisme agite mon sang ». Alors cette phrase résume bien finalement le jeune Benito, qui est instable, rétif à toute discipline. Alors je voudrais revenir avec vous sur toutes ces années où tout se met en place. Alors le livre décrit, donc je vous disais, Mussolini tourmenté, nomade, rebelle. Comment on peut analyser cette personnalité précoce ? C'est le mot rebelle, effectivement, et le caractérise, puisqu'il a toujours été rebelle à toute autorité. L'autorité de ses professeurs, l'autorité des partis, le fascisme qui naît en 1919 se veut anti-parti. Il s'est toujours défini comme un marxiste hérétique, c'est-à-dire non pas conforme à la ligne du parti. Et effectivement, il est très très indiscipliné et très nomade. Il a toujours refusé ce qu'il appelait le célibat mental, c'est-à-dire que et c'est ça qui rend très complexe son parcours, surtout en ces années où il y a des évolutions idéologiques, mais aussi dans sa vie personnelle. Enfin, c'est très compliqué de le suivre. D'abord instituteur, et puis après en exil en Suisse, il revient en Italie, il repart.
Ensuite, il revient en Italie, il envisage de partir aux États-Unis. Même quand il est en Suisse, il mène une vie quand même entre Genève et Lausanne, une vie plus ou moins voilà, de bohème. Et puis quand il revient en Italie en 1904, eh bien là aussi, il a une vie quand même très, très compliquée. Il retourne dans sa Romagne natale pour enseigner, ce qui était son premier métier. Ensuite, il est envoyé dans le Trentin, qui est une province autrichienne, et c'est là où il découvre un petit peu la question des nationalités, des sentiments, des identités nationales, pour ensuite revenir en Italie et mener, comme je le disais, à partir de 1912, avoir cette carrière qui le hisse au sommet du parti. Du retour en Romagne. Est-ce que le milieu familial, le contexte romagnol aussi peut expliquer Oui, parce que alors c'est un romagnol, et puis vous savez, en Italie, quand même, les régionalismes quand même pèsent quand même sur les individus. C'est-à-dire une terre qui était une ancienne terre des États pontificaux, mais où on n'aimait pas les papes, pas du tout. Donc c'est une terre très contestatrice, très rouge. À l'époque du fascisme, qui a été très noir, et puis qui est redevenu très rouge après, vous tirez la conclusion que vous voudrez. Et donc, il vient d'un milieu, effectivement, assez particulier, parce que son père, Alessandro, qui a été d'abord forgeron, puis aubergiste, est un homme d'extrême gauche, un activiste vraiment d'extrême gauche, tandis que sa mère, elle, est très catholique, et il est très marqué par la figure de son père, tout en ayant, je pense, toujours gardé un peu cette religiosité de la mère. Cette empreinte catholique quand même, non pas religieuse de foi, parce qu'il ne croit pas en Dieu, mais quand même, ça l'a quand même marqué. Mais enfin, il est très clairement du côté de son père. Et sa mère a quand même des ambitions pour lui, donc il l'installe dans un collège des Salésiens, où il fréquente les enfants de la bourgeoisie. Et ça a été une très mauvaise expérience pour lui, parce que lui, le fils du forgeron aubergiste, évidemment, il a été moqué par ses petits camarades, et il en est sorti avec une haine de la bourgeoisie qui, en fait, ne l'a absolument jamais quitté. Et je pense que, comme l'avait noté d'ailleurs l'historien Maurizio Serra, il y a chez lui quand même un peu de ressentiment social qui sans doute est né au contact des enfants de la bourgeoisie. Alors c'est aussi un grand lecteur, et quelles sont ses influences politiques? On parle de Marx, de Nietzsche, de Sorel, de Pareto. Est-ce que tout ça s'agglomère? Il est marxiste. Théoriquement, il est marxiste, mais il est davantage marqué par Blanqui, par Sorel, par Pareto, en effet, le sociologue italien, qui a beaucoup développé l'idée des élites, de l'importance de l'élite, et Nietzsche. C'est un lecteur passionné, c'est l'expression qu'utilise Gentile dans le livre, un lecteur passionné, quand il est en Suisse notamment, de Nietzsche. Et de la philosophie de Nietzsche, il a retenu évidemment la question du surhomme, la force, le sentiment de puissance. De Pareto et de Sorel, il a gardé l'idée que ce sont les élites qui conduisent des masses amorphes, des masses en fait qu'il a toujours plus ou moins maîtrisées. Et puis l'apologie de la violence. C'est-à-dire que c'est un homme violent par son caractère. Physiquement, il a toujours réglé ses problèmes quand il est enfant par la violence. Et puis la violence des mots aussi, dans tous les articles qu'il a pu écrire à ce moment-là. Et puis la violence qui, évidemment, est l'instrument de l'histoire. Et c'est ce qui le pousse dans les courants les plus radicaux, les plus révolutionnaires du Parti socialiste italien. Et l'influence de la Révolution française, des Lumières françaises? Alors bien sûr, il lit énormément les auteurs français. Ça contribue beaucoup, évidemment, à sa formation intellectuelle. C'est un point commun d'ailleurs avec le camarade Staline, quand il est au séminaire, qui lit les auteurs français, notamment Victor Hugo. Il vénère Zola. Et puis, bien sûr, il y a forcément la référence à la Révolution française, et en particulier, et ça c'est un point très intéressant du livre d'Emilio Gentile, sur la Commune. C'est, à mon avis, extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que la Commune, bien sûr, c'est une insurrection populaire, révolutionnaire, mais qui est empreinte de patriotisme. Il s'agit de combattre aussi bien la bourgeoisie que l'envahisseur. Et évidemment, ça rappelle ce point, pour moi, absolument fondamental, c'est que l'héritage de la Révolution française, c'est l'héritage d'une révolution nationale. Et c'est ce qu'on retrouve, en fait. C'est des idées qui ont toujours circulé jusqu'à ce que le marxisme impose l'internationalisme. Et ce que décrit Emilio Gentile dans le livre, c'est qu'en 1914, Mussolini abandonne l'internationalisme. Alors, il dit que c'est un socialiste passionné, mais aussi hérétique, vous nous expliquerez mieux. Donc il écrit Mussolini,
dit, pour Mussolini, l'avant-garde doit être composée de petits groupes audacieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, du point de vue d'un historien français, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce socialisme très, très particulier? Qu'est-ce qu'il caractérise? C'est un socialisme qui ne croit pas à l'action des masses, seul. C'est un point commun avec le camarade Lénine, aussi. Et puis, il est hérétique dans le sens où le Parti socialiste avait pris une direction très réformiste au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans la direction d'une participation au pouvoir dans le cadre d'un régime de la monarchie parlementaire, d'un régime libéral. Et ça, il le refuse catégoriquement. Il combat cette ligne réformiste. Il se déclare révolutionnaire, au vrai sens du terme. Et en 1912, lorsqu'il surgit en fait de l'obscurité, dans laquelle il... Ce sont des ascensions spectaculaires au PSI. Voilà, en fait, il y a un congrès, le 13e congrès du Parti socialiste italien, et il réussit à imposer une direction anti-réformiste. Il réussit à mettre dehors les tenants d'une ligne réformiste, et il est vraiment découvert à ce moment-là, son charisme, son intransigeance apparaissent à ce moment-là. Il prend la direction de l'Avanti, du journal du parti, et il devient un des grands dirigeants. Et déjà à cette époque, il est le Mussolini qui existe une sorte d'ensorcellement sur ceux qui l'approchent, à travers son regard et... Les éditions Certamen ont choisi une très très belle photographie sur la première, sur la couverture, ce regard absolument magnétique et ce charisme qui enthousiasme les militants et notamment les jeunes militants. Il est vraiment, il devient à la veille de 1914 vraiment un des grands dirigeants du Parti socialiste et qui bénéficie vraiment d'une sorte déjà d'adulation de la part des plus jeunes militants qui sont absolument enthousiasmés par sa radicalité. Est-ce que c'est un agitateur né ou un idéologue sincère? Alors c'est un agitateur. Est-ce qu'il a déjà Alors c'est un agitateur, parce qu'il a fait plusieurs séjours en prison pour avoir essayé de provoquer des insurrections, des grèves, aussi bien en Italie que pendant son séjour en Suisse. Alors c'est un idéologue. Alors c'est un homme de l'idée. Et souvent dans le livre d'Emilio Gentile, on revoit cette idée qu'il se présente lui vraiment comme un agitateur d'idées. Ce qu'il aime, c'est le combat intellectuel, c'est le combat des idées. Mais sans être enfermé, et ça c'est une de ses grandes caractéristiques, et c'est un peu le nomadisme dont vous parliez, il a aussi une sorte de nomadisme aussi idéologique, ce qui rend le personnage très, très complexe. Il refuse une discipline doctrinaire, en quelque sorte. Et Mussolini n'a jamais été un doctrinaire, c'est-à-dire enfermé dans une vision idéologique de laquelle il refuserait catégoriquement de sortir. Il y a un certain pragmatisme chez lui, ce que certains définissait déjà à l'époque comme de l'opportunisme et il s'en défendait. Et le livre, je trouve, montre bien sûr les ruptures, les incontestables reniements de Mussolini pendant cette période, mais il y a quand même des incohérences quand même. Alors oui, l'incohérence où l'antimilitariste forcené, anticolonialiste, change un peu on va y arriver, oui. de son fusil d'épaule, mais il y a quand même une permanence quand même chez lui, je l'ai un peu évoqué, cette permanence en fait de la révolution et d'une forme de socialisme. Alors on va arriver justement au tournant de 1914. Gentile note ce point. Pour Mussolini, la guerre, dit-il, est une révolution. Alors c'est aussi une révolution dans son point de vue parce qu'il passe d'une neutralité absolue, neutralité conditionnelle, et puis ensuite un interventionnisme. Donc je voudrais comment vous percevez cette rupture, quel a été son cheminement intellectuel, comment il est passé de la neutralité absolue à l'interventionnisme. Alors tout ça s'est fait très rapidement, tout ça s'est fait entre fin octobre et fin novembre 1914. Alors pour bien comprendre l'évolution, il faut revenir à la situation de l'Italie. L'Italie déclare sa neutralité en août 1914 au moment de la déclaration de guerre. Elle appartient au camp de la Triplice et elle refuse de faire la guerre avec l'Autriche-Hongrie qui est son ennemi héréditaire. Et puis commence à ce moment-là un débat, faut-il maintenir la neutralité ou intervenir soit à côté de l'Autriche, soit à côté du camp de l'Entente. La position du Parti socialiste italien est extrêmement claire, c'est une neutralité absolue, en conformité, bien sûr, avec l'internationalisme qui n'avait cessé d'être chanté par l'internationale, par la deuxième internationale,
avant 1914. Et Mussolini, au tout début, donc en août, septembre, il est parfaitement sur cette ligne neutraliste. Et puis, il y a une réflexion profonde chez lui. Hein. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est pas de l'ambition, c'est pas du tout une girouette. Hein. Il y a une réflexion profonde. Et cette réflexion, en fait, elle repose sur l'idée que l'éclatement de la guerre en 1914 a signifié l'échec de l'internationalisme. C'est-à-dire que les masses ouvrières, au lieu de jeter les fusils, ont pris les fusils pour aller défendre leur patrie. C'est-à-dire que la nation a été plus forte que la classe sociale. Et donc, c'est toute la faillite de l'internationalisme. Et pour lui, le Parti socialiste, en fait, se fourvoie à maintenir une ligne neutraliste. Et en fait, pour lui, la guerre devient l'occasion, parce que les masses y adhèrent, de faire la révolution. C'est le contraire, là, c'est là où il se sépare en fait du léninisme, puisque le léninisme, oui, considérait que la guerre allait faire tomber l'ancien monde, mais qu'il ne fallait surtout pas y participer. Lui, il considère que la guerre fera tomber l'ancien monde, fera tomber les vieilles monarchies, les empires, mais qu'il faut absolument y participer. Et c'est là où il change complètement, en effet sa position, qu'il assume publiquement dans les articles qu'il publie dans l'Avanti ou dans le Corriere della Sera. Donc c'est tout à fait connu. Et là, il rentre évidemment en opposition absolument totale avec ses camarades du parti. Il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia, pour avoir son journal à lui, qui porte sa voix. Et il finit par être expulsé du Parti socialiste en novembre 1914. Et là, la crise est extrêmement forte. Il est vraiment rejeté par ses camarades. Lui qui était adulé devient le traître, le renégat. Et c'est un peu aussi là, à mon avis, le point de départ de cette guerre sans fin que la gauche mène contre ce qu'elle appelle le fascisme, parce qu'en fait, le fascisme est né d'un schisme à l'intérieur du socialisme. Au commencement était le socialisme de tout ça. Et donc, en fait, il croit possible la réconciliation entre le socialisme et la nation. Ce qu'on avait eu sous la Révolution française et que l'internationalisme marxiste avait séparé. On parle aussi d'une opposition entre le monde ouvrier et le monde paysan qui est majoritaire en Italie, comme dans toute l'Europe. Alors c'est plutôt pendant la guerre, où bien sûr la masse des fantassins est constituée de paysans, alors qu'il fréquente parce qu'il est au front jusqu'en février 1917, et il voit en fait ces paysans qui combattent, alors pas pour les grandes idées du débat interventionniste, etc., mais qui font leur devoir. Et il pense que l'Italie, en fait, est vraiment née dans les combats de 1915-1918, où les régionalismes ont disparu et vraiment où la nation italienne achève de naître. Avec ces paysans qui combattent pour l'Italie. Alors, bien sûr, il y a aussi des ouvriers qui sont au front, bien évidemment, mais il est très sévère pour les ouvriers restés dans les usines et qui font des grèves. Et donc, ils sabotent en quelque sorte l'effort de guerre. Et c'est là où naît vraiment cette structure, cette opposition qui est apparue donc à ce moment de la rupture de 14, mais avec le socialisme officiel, puisque le Parti socialiste a maintenu sa ligne neutraliste, y compris quand l'Italie est entrée en guerre. Et bien sûr, la révolution bolchevique de 1917 apporte une couche supplémentaire dans son rejet très très fort du bolchevisme. Alors, est-ce que pour vous la guerre c'est aussi un moment fondateur qui permet possible le fascisme? Ah oui, c'est fondamental. Sans Première Guerre mondiale, il n'y a pas de fascisme. Les fascistes, c'est la génération du front. Les fascistes qui prennent le pouvoir en 1922, c'est la génération du front qui prend le pouvoir. Ils ont tous les grands du fascisme, ont tous fait la guerre, ont tous participé à la guerre. Et pour eux, ça a été une expérience fondatrice pour la fondation d'un nation, comme je le disais à l'instant, mais aussi parce que c'est une vie de cohésion, c'est une vie de combat, de force. Oui, il parle de communauté virile, de la virilité, qui fonde en quelque sorte cet Italien un peu nouveau auquel il aspire et qui constitue. Et donc les anciens combattants constituent à partir de 1918 en fait cette nouvelle élite
de la nation qu'il faut désormais défendre contre le socialisme neutraliste, contre le bolchevisme, et puis bientôt en 1919 contre les Alliés qui ne veulent pas satisfaire les promesses qu'ils avaient faites à l'Italie en 1915. Est-ce qu'on peut dire qu'il ressort transformé complètement, politiquement, humainement oui, de la oui, guerre, ou c'est simplement radicalisé dans des idées qui pouvaient... Alors il a toujours été radical, hein. Il sort, oui, transformé humainement. Il voit dans la victoire de 1918 la justesse de ses analyses. Pour lui, les faits lui ont donné raison, l'histoire lui a donné raison. Et il s'agit donc désormais pour lui de mener désormais un nouveau combat qui est en fait la défense de la victoire de 1918. Alors, un des points frappants du livre, c'est que Mussolini, en 19, ne prône pas encore une révolution fasciste. Gentili souligne qu'il veut même une constituante et une réforme démocratique profonde. Alors là, c'est quand même un Mussolini assez méconnu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Alors, c'est vraiment le deuxième apport du livre, après la description de la rupture de 1914. C'est en fait de Mussolini, effectivement, de fin 18, début 19, où on a un Mussolini d'un coup très modéré, qui se définit lui-même comme un travailliste et qui aspire effectivement à une transformation de l'Italie, mais sans la violence. En fait, il abandonne à ce moment-là tout projet révolutionnaire, en réaction en fait avec ce qui s'est passé en Russie, parce que pour lui, le léninisme et le bolchevisme, c'est vraiment une idéologie, mais de la destruction, de l'anéantissement. Oui. En prenant le pouvoir en 17, ils ont failli faire perdre l'Italie, bien sûr, en retirant la Russie de la guerre, donc ça, évidemment, ce n'est pas oublié. Mais surtout, il a une vision absolument apocalyptique de ce qu'est le bolchevisme en Russie, et qui n'emmène que mort, misère et destruction à la Russie, et il ne veut pas ça pour l'Italie. Donc il opte, effectivement, et c'est en effet très surprenant, et le livre, là, est un apport vraiment majeur, même si on le savait, hein, mais il y a énormément de détails qui sont apportés dans le livre, sur un peu ce passage un peu démocratique, lui qui a vitupéré le parlementarisme aussi bien avant 14 que pendant la guerre de 15-18, eh bien, défend effectivement un système démocratique. Et le programme qui est élaboré à ce moment-là est un programme, en fait, modéré, de gauche, attention, hein, clairement de gauche, là, il a créé progressiste. Il a créé son parti. Alors, pas son parti, hein, la naissance du fascisme en 1919, le 23 mars 1919, c'est pas la naissance d'un parti. Eux-mêmes ne veulent surtout pas apparaître comme un parti, au contraire, ils se présentent comme un anti-parti, c'est-à-dire c'est un mouvement avant tout, et qui porte un programme qui est un programme en fait social, socialiste, progressiste, mais pas révolutionnaire. Et en fait, il n'est pas en adéquation avec une bonne partie du mouvement fasciste qui est en train de naître, où on a des personnes et des courants beaucoup plus radicaux que lui. Mais là aussi, c'est une permanence chez lui. Hein, il sera toujours parfois en porte-à-faux avec les plus extrémistes. C'est un homme qui a toujours fait de la politique. Contrairement à d'autres qui sont plus enfermés dans l'idéologie, lui, il a toujours fait de la politique, et la politique, elle repose sur la prise en compte des réalités, du temps, du rapport de force politique, et sur la possibilité de passer des accords, des compromis. C'est en cela qu'il est politique. Alors, il rejette, vous l'avez dit, le bolchevisme, il rejette aussi le conservatisme. C'est déjà donc l'apparition quand même d'une troisième voie originale dans le paysage politique italien. Oui, exact, c'est exact. Cette troisième voie qui se présente comme une défense de ceux qui ont fait la guerre, des combattants et des producteurs. Et ces producteurs, ce sont avant tout les paysans qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas la propriété des terres, donc il y a cette hostilité vis-à-vis des grands propriétaires terriens. Dans le programme de 1919, il y a la confiscation des profits qui ont été faits pendant la guerre, il y a des impôts confiscatoires, il y a la prise des propriétés du clergé. Donc, anti-bolchevique, qui se présente comme antisocialiste, mais il précise bien, c'est pas le socialisme en lui-même qu'il combat, c'est le socialisme officiel
du PSI, qui va devenir le parti communiste. C'est-à-dire un socialisme contre la nation. Et bien sûr, il est très hostile au conservatisme, parce que jamais Benito Mussolini, pendant toute sa vie, si on peut là dépasser le cas de 1919, n'a jamais été conservateur de sa vie, et jamais il ne s'est présenté comme étant un conservateur. Donc, le fascisme étant... Gentili dit que c'est un mouvement confus, hétérogène, numériquement dérisoire, donc rien à voir avec la machine là, qui prendra le pouvoir quelques années plus tard. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce mouvement confus, hétérogène en fait, il n'y a pas un corps de doctrine claire. C'est pas le marxisme scientifique. Il n'y a pas un corps de doctrine claire, notamment au moment de la fondation de mars 1919, lorsque ils se réunissent tous à Milan, place San Sepolcro, 23 mars 1919, pour créer les faisceaux italiens de combat. En fait, on a des groupes très hétérogènes, on a des socialistes, des anciens socialistes, des syndicalistes révolutionnaires, on a des futuristes qui sont là, et qui se rassemblent, plus portés par un mouvement, par la soif de l'action, par un idéal, c'est vrai, d'une transformation de la société italienne, mais sans que l'on puisse vraiment définir exactement ce programme. Et c'est Mussolini qui, dans les semaines qui suivent la création des faisceaux, essaye de définir dans les pages du Popolo d'Italia ce qui ressemble au programme que j'ai décrit à l'instant, qui est le programme des faisceaux, dans la perspective d'élections législatives qui devaient... Alors, élections de 19 qui sont un échec massif. Contre qui est-il en opposition? Alors en fait, les élections de novembre 1919 sont un échec absolument retentissant pour le fascisme et pour Mussolini. Aucun député élu. Alors non seulement aucun député élu, mais en plus c'est le Parti socialiste qui est arrivé premier. Après c'est le Parti populaire italien, une sorte de démocratie chrétienne si vous voulez pour aller vite, qui rafle la mise. Donc là, il vit ça comme un échec personnel. J'ai dit tout à l'heure que pour lui, la victoire de 1918, en fait, les événements lui donnaient raison. Et là, patatrac, tout s'écroule. Et il ne comprend pas pourquoi tout s'écroule. Le pays le rejette. C'est le Parti socialiste ONI, qui pour lui est le parti traître de la nation italienne, qui gagne, qui sort premier des élections. Et donc c'est un échec idéologique personnel, et vraiment ça provoque chez lui cette sorte de crise d'abattement qu'il a souvent eu dans sa vie quand les événements vont pas comme il le veut. Il pense tout arrêter, il pense que sa carrière est absolument... Prendre son violon et partir sur les... Tout à fait, mais il faut toujours se méfier quand les hommes politiques disent ça, qu'ils vont arrêter, parce qu'ils n'arrêtent jamais. Bon, il avait déjà ressenti ça quand il a été expulsé du Parti socialiste en 1914. Donc, humainement, il le vit extrêmement mal, et puis surtout, idéologiquement, c'est-à-dire que là, c'est un échec complet, le pays rejette... On l'explique comment cet échec? Parce qu'on a un pays en fait qui est en quelque sorte fatigué de la guerre, qui cherche une solution à la crise de l'après-guerre. Crise très, très, très forte de reconversion de l'économie. Et puis, le pays trouve dans le Parti socialiste, dans le programme du Parti socialiste, les réponses, enfin une partie du pays bien sûr, les réponses à ses attentes et aux difficultés en fait de la vie quotidienne. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit comme différence majeure finalement entre le fascisme de 1919 et le fascisme qui va arriver au pouvoir en 1922? En fait, entre 19 et 22, c'est un fascisme déjà qui évolue, puisque en 1921, il y a deux éléments importants. Il y a l'élaboration d'un programme qui prend davantage en compte des aspirations que l'on va dire de droite, c'est-à-dire en lien avec le rapprochement avec les forces conservatrices dont le fascisme a besoin pour conquérir le pouvoir, mais influence qu'il faut pas non plus exagérer, et puis la création d'un parti, novembre 1921, du PNF, du Parti national fasciste. Donc on passe du mouvement au parti, qui reste, comme l'explique Emilio Gentili, un parti milice,
quand même. C'est une milice avec toutes les squadres et des chemises noires. Et puis on entre en 22 avec la conquête du pouvoir, la marche sur Rome, qui en fait est un événement vraiment passionnant. Et d'ailleurs, Emilio Gentile a écrit un livre dessus qu'il a intitulé Octobre Noir, évidemment en référence évidemment à Octobre Rouge de 1917 et des bolcheviks, qui est en fait une prise du pouvoir avec un aspect illégal, évidemment, c'est la marche des chemises noires vers Rome et la pression sur le palais royal, sur le roi Victor Emmanuel III. Et d'un autre côté, ce sont des discussions politiques en fait particulièrement intenses avec les grands dirigeants de l'Italie pour permettre à Mussolini d'être nommé président du Conseil. Alors on va revenir quand même en 1919. Est-ce que c'est un chef à ce moment-là qui est fragile, qui est contesté? Ça aurait pu... Alors il est dans une position un peu particulière parce que en 1919, c'est le plus connu des personnalités qui fondent le fascisme, du fait de l'incroyable parcours qu'il a eu précédemment. Beaucoup de personnalités qui adhèrent au mouvement s'adressent à lui pour l'accompagner dans ce mouvement. Mais en même temps, si j'ose dire, il n'est pas le chef du fascisme. Hein. Absolument pas en 1919. Hein. Il est un membre parmi d'autres du comité central du mouvement, mais c'est tout. Il n'a pas la main sur le mouvement et il n'a surtout pas la main sur les chemises noires, sur les squadres qui se dotent de leur propre chef, qui ont une autonomie extrêmement puissante, d'ailleurs qu'elles défendent avec soin, et il n'a pas la main là-dessus, et il faudra attendre bien des années pour qu'il puisse les mettre sous son contrôle. Est-ce qu'on arrive, si on prend un peu de hauteur, est-ce qu'on arrive quand même à tirer un fil, d'avoir un fil conducteur malgré toutes ces ruptures, entre toutes les différentes étapes de sa trajectoire, est-ce qu'on arrive à avoir quand même un fil conducteur? Par exemple, en 19, il se dit encore interventionniste de gauche. Comment on peut interpréter ça? Le fil que je vois, moi, c'est effectivement un Mussolini qui reste fondamentalement un homme de gauche. Fondamentalement, on dirait, le mot est impropre à l'époque, hein, mais progressiste. Par exemple, le fait de devenir... de combattre pour les nationalités, ce qu'on appelait à l'époque le combat des nationalités, c'est-à-dire la libération des peuples opprimés dans les empires multiethniques. Ça, c'est une idéologie extrêmement progressiste à l'époque. Hein. Ce qu'on appelle le combat pour les nationalités, c'est une grande partie de la gauche, en France, par exemple, et en Europe, adhère encore, hein, c'est l'héritage du 19e siècle, adhère à ce combat des nationalités. Donc le fait qu'il devienne irrédentiste, c'est-à-dire qu'il veut la libération des Italiens, des terres irrédentes encore sous contrôle de la souveraineté des Habsbourg, ça c'est un combat progressiste, c'est un combat de gauche à l'époque. Donc il y a toujours chez lui cette volonté de se tourner vers le peuple, cette volonté de transformation sociale de l'Italie, très radical, beaucoup moins, on l'a dit, hein, mais pendant une période, voilà, la plupart du temps anti-parlementaire, même s'il a en effet une petite période où il accepte le principe parlementaire. Donc là, il y a cette cohérence chez lui, avec toujours cette idée de faire une Italie nouvelle. Et ça, on le perçoit même dans les années du marxisme, où il y a un certain attachement à une sorte d'italianisme qui n'a rien à voir avec le nationalisme italien, mais l'idée que l'Italie, quand même, n'est pas un pays comme les autres, que l'Italie doit quand même, c'est un peuple qui doit quand même briller dans le combat révolutionnaire dans un temps, mais c'est quand même un peuple particulier. Et cette idée, il le dit d'ailleurs en 1909, si je ne dis pas de bêtises, il dit faire l'âme italienne est un combat superbe. Donc il y a toujours eu chez lui cette idée qu'une élite pouvait conduire la masse et que cette élite se devait de transformer cette masse, de créer une nouvelle Italie et un nouveau peuple italien. Alors justement, à propos de nouveau, vous dites que vous insistez dans votre préface d'ailleurs sur la modernité du Mussolini. Vous dites qu'il appartient pleinement au XXe siècle, est un homme de la modernité, pas de la réaction. Gentile, lui, parle de révolutionnaire national. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Est-ce que c'est vraiment un homme moderne en 1920 1919 Même avant. Oui, par son parcours, il appartient pleinement au XXe siècle et aux courants radicaux, révolutionnaires, progressistes de son temps. Il n'a jamais adhéré de sa vie à une quelconque vision conservatrice ou réactionnaire, encore moins, d'un point de vue politique. Il a toujours refusé cette étiquette, il a toujours refusé l'idée que le fascisme fût une réaction
Donc c'est là où il appartient pleinement à son temps. Contrairement à la vision qui est aujourd'hui plus défendue par les historiens, mais enfin qu'on trouve encore un peu partout dans les esprits, c'est-à-dire qu'on associe le fascisme à l'extrême droite dans le sens conservatrice et ultra réactionnaire. Ce n'est pas du tout ça. C'est un mouvement qui s'inscrit pleinement dans la modernité, dans sa vision de faire une société nouvelle. Même au niveau, le mot qu'on emploierait aujourd'hui, c'est sociétal. Même au niveau sociétal, il est moderne? Alors, ça dépend ce que vous voulez dire par sociétal. C'est-à-dire que, alors on déborde un petit peu, mais oui. pendant le régime, il défend, c'est vrai, la famille traditionnelle. Il défend, par exemple, il met en place un impôt contre les célibataires. Parce qu'il faut pas d'enfants. Et aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont beaucoup soulevées. Il y a une lutte contre l'homosexualité. Mais attention, cette défense des valeurs qu'on dirait conservatrices, elle ne se fait pas au nom d'une vision, je dirais, catholique, telle qu'on pourrait l'entendre à l'époque, ancienne de la société. Elle se fait au nom d'une volonté d'emprise de l'État sur les corps, sur les individus, sur la famille. Il ne faut pas oublier que cette défense de la famille traditionnelle, elle s'accompagne de l'obligation pour les jeunes filles italiennes d'appartenir au mouvement de jeunesse fasciste, d'aller faire du sport, d'aller faire de la gymnastique, dans des tenues quand même qui apparaissaient un peu légères à l'époque. Et plus tard, des Italiennes ont témoigné que pour elles, c'était absolument incroyable de quitter leur domicile le samedi pour aller participer aux activités de ces mouvements de jeunesse. Elles sortaient en fait de l'emprise familiale et elles se retrouvaient détachées en fait de la vision très traditionnelle des filles sous contrôle de leur père. Donc on a là on a un aspect extrêmement moderne du fascisme. Mais il est quand même dans une vision traditionnelle, mais qui est partagée finalement par l'ensemble de la société à l'époque, j'imagine. Oui, mais dans une optique, oui bien sûr, mais dans une optique quand même qui est quand même moderne. C'est-à-dire que les filles aillent participer à des séances de gymnastique vêtues d'une manière assez légère dans les années 30. Il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de commun. Non, on pouvait retrouver d'ailleurs la même chose en Union soviétique. Exactement, bien sûr, c'est le principe du totalitarisme. Et en Allemagne, c'est exactement la même chose. On fortifie les corps. Alors vous dites que le livre, on va revenir maintenant au livre, il renouvelle profondément la compréhension du fascisme, donc je voudrais qu'on le place dans son paysage historiographique. Donc en quoi ça renouvelle vraiment le regard historiographique sur Mussolini, ce livre? Alors il faut en revenir aux travaux d'Emilio Gentile. Oui, on n'a pas parlé de l'auteur beaucoup. Voilà, alors, donc on va en parler. Où il se situe par rapport aux grands spécialistes. Alors, c'est un élève, un disciple du grand historien Renzo De Felice, qui a profondément renouvelé dans les années 70 toute l'historiographie du fascisme. L'historiographie était encore très marquée par la vision de gauche et d'extrême gauche, disant que le fascisme était en fait une excroissance de l'extrême droite au service du grand capitalisme. Voilà, pour résumer rapidement. Et Renzo De Felice a contesté cette vision. Et a notamment montré que le fascisme s'appuyait sur les classes moyennes et qu'il avait bénéficié d'un très fort consensus dans la société italienne. Ce qui, à l'époque, était couvert d'injures. Il y avait eu des cocktails Molotov sur son domicile, il faut bien s'en rendre compte. Et Emilio Gentile, lui, en fait, est dans bien sûr cette tradition, et il s'oppose, pour faire vite, à la vision qui était défendue par Hannah Arendt, disant que le fascisme n'appartenait pas au régime totalitaire. Hannah Arendt mettait clairement de côté l'URSS et l'Allemagne nazie, et de l'autre, le fascisme italien. Pourquoi ? Parce qu'elle comparait les niveaux de répression entre les horreurs du stalinisme et du nazisme, et ça c'est un fait incontestable, le niveau de répression dans l'Italie fasciste est évidemment moindre par rapport à Auschwitz et le Goulag, évidemment, il y a une marge considérable, un fossé considérable. Et Gentile s'est opposé à cette vision, et tous les travaux, tous les très très nombreux livres qu'il a écrits insistent beaucoup sur l'aspect totalitaire du régime. Alors bien sûr, on peut discuter du degré de totalitarisme, mais pour lui, c'est bel et bien, et moi je suis entièrement d'accord avec lui, bien sûr, c'est bel et bien un régime totalitaire dans son idéologie, dans les instruments qu'il a créés pour
cette nature totalitaire de l'État, mais qui s'est heurté effectivement à des contre-pouvoirs extrêmement puissants, la monarchie, l'Église catholique, l'armée et le patronat. Ce qui a empêché le fascisme en fait de prendre le contrôle total de la société. Alors, quelles sont les erreurs d'interprétation les plus courantes finalement qu'on peut faire sur le jeune Mussolini ? Alors je pense que c'est le renégat, c'est-à-dire que l'idée que en 1914 il y a une rupture sous le signe du reniement opportuniste et ambitieux. Premier point. Et autre point que je contesterai, à l'appui du livre, bien sûr, de Gentile, c'est le reniement idéologique total. Il y a, bien sûr, je l'ai expliqué, le reniement de 1914, c'est-à-dire l'abandon de l'internationalisme au profit de la défense de la nation. Ça c'est évident, mais voilà. Il n'y a pas de reniement du socialisme. Il Popolo d'Italia s'appelle Journal socialiste jusqu'en 1918. Donc, il continue à se référer au socialisme, à son socialisme. Et bien sûr, la question se pose en 1919, est-ce qu'il l'est ? Emilio Gentile utilise plus l'expression de révolutionnaire. Révolutionnaire national, dit-il. Voilà, mais révolutionnaire national, tout à fait. Moi, je pense qu'il a toujours gardé un fond de socialisme, dans le sens de cette volonté d'être toujours tourné vers le peuple. Et puis, bien sûr, autre caractéristique majeure du socialisme, c'est l'État, c'est l'étatisme. Et le fascisme est un étatisme. C'est pour ça qu'en fait, qu'il faut le ranger dans la catégorie des socialismes, mais un socialisme nationaliste. Et je pense que là, il y a effectivement une permanence chez lui. Donc, pour vous, c'est ce qu'il faut retenir de ce livre pour comprendre vraiment le fascisme dans son ensemble, cette fois-ci ? Je pense qu'il est important pour comprendre la psychologie de Mussolini, c'est-à-dire ce livre nous aide à comprendre cette psychologie extrêmement complexe, ce personnage à bien des égards absolument déroutant, qui veut dire le contraire de ce qu'il disait même quelques mois auparavant, sa psychologie, son mode de vie, son caractère, l'idée qu'il se faisait aussi de lui-même, la vision qu'il a de lui-même. On sait quelle opinion il a de lui-même ? Il se définit comme un nomade, un aventurier, quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer. Il avait écrit un article dans lequel il citait un de ses amis qui lui disait « Mais comment tu peux être socialiste, toi, un homme si indépendant ?» Et effectivement, c'est une des caractéristiques de cet homme pendant toute sa carrière. Bien, Frédéric Lemoyle, merci infiniment de nous avoir éclairé sur le jeune, enfin pas si jeune que ça, Mussolini entre 1912 et 1919. Donc je rappelle que vous avez signé la préface du livre d'Emilio Gentile avant qu'il ne devint Duce, aux éditions Certamen. Merci infiniment. Merci à vous. Alors avant de nous quitter, je vous emmène à Toulouse, où le Muséum présente cette saison « Domestique-moi si tu peux », une exposition consacrée à plus de 10 000 ans de transformation du vivant par l'être humain. Elle propose un parcours clair et accessible qui distingue soigneusement ce qui relève de l'apprivoisement, du dressage et de la domestication au sens strict, c'est-à-dire la sélection volontaire des caractéristiques héréditaires chez les plantes et les animaux. Le visiteur découvre d'abord les origines de cette histoire au néolithique, lorsque les premières communautés sédentaires commencent à transformer leur environnement en cultivant et en élevant certaines espèces. L'exposition insiste sur le caractère lent, progressif et parfois multiple de ces processus. Il n'existe pas un seul foyer d'origine, mais plusieurs centres de domestication à travers le monde. Deux grandes zones présentent ensuite en miroir la domestication animale et végétale. Côté animal, le parcours rappelle le rôle primordial du chien, premier compagnon domestiqué, mais aussi la diversité des usages, auxiliaires de travail, animaux rituels et surtout ressources alimentaires. Certaines sections reviennent sur des cas emblématiques comme le cochon ou la poule, devenus les animaux les plus répandus de la planète. La partie consacrée aux végétaux montre, elle aussi, que la domestication a profondément modifié les plantes, de la morphologie du blé aux hybridations du pommier. Le visiteur y découvre comment le bouturage, greffage ou sélection variétale ont produit la diversité agricole actuelle.
La conclusion aborde des questions plus contemporaines, érosion de la biodiversité, uniformisation génétique, mais aussi les nouvelles responsabilités liées aux biotechnologies. La scénographie, très riche, soignée et riche de nombreux spécimens, rend l'exposition particulièrement accessible au jeune public, même si on aurait pu toutefois souhaiter qu'elle aille plus loin dans la présentation détaillée des méthodes de domestication ou dans l'explication des mécanismes génétiques en jeu. Autant de pistes qui auraient enrichi un propos déjà solide. Domestique-moi si tu peux reste néanmoins une exposition claire, bien pensée et précieuse pour comprendre la manière dont la domestication a façonné nos sociétés autant que les espèces qui nous entourent. Vous pourrez la découvrir au Muséum de Toulouse jusqu'au 5 juillet 2026. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Merci et à bientôt.